Donc merci de votre présence et cette invitation pour une conférence de presse. Comme indiqué dans l'invitation, on souhaitait pour la CGT commenter la décision de justice suite à l'audience du 5. 5 juin, audience, officialisation de cette décision début juillet. On a pensé que les congés, la période estivale n'était pas la meilleure période pour pouvoir commenter cette décision qui aurait peut-être passé entre les congés d'été. Donc on pensait quand même qu'il était utile de mettre le focus sur cette décision et que la rentrée était le plus approprié. Et puis après, la rentrée a fait qu'on était aussi lancé dans d'autres sujets qui fait qu'on se retrouve début octobre, et ce qui pour autant n'enlève pas l'objectif qui est le nôtre, c'est de donner quand même un focus sur cette décision qui a été rendue. Donc, je vous refais juste l'historique rapidement. Donc, le 5 juin, le secrétaire d'union départementale, votre serviteur, était entendu dans la justice suite à un dépôt de plainte déposé par la direction d'environnement recycling, estimant que les propos qui avaient été tenus ou écrits dans un tract et dans un communiqué portaient atteinte à l'image de l'entreprise. Donc l'audience qui s'est tenue le 5 n'a pas permis d'aller sur le fond du dossier, puisque, et là on tient quand même à apporter quelques précisions, parce que contrairement à ce qui a pu être dit par l'avocat de la partie adverse, expliquant qu'on s'était défaussé, qu'on avait évité le débat sur le fond, je tiens quand même à préciser que c'est d'abord parce que l'avocat de la direction d'environnement recycling a demandé la nullité de nos preuves que nous, on a engagé une procédure de nullité par rapport à la forme. C'est quand même assez cocasse que l'avocat de la partie adverse dise qu'on s'est défaussé en partant de nullité, alors qu'eux ont commencé par demander la nullité de nos preuves, mais voulant aller sur le fond. Compliqué d'avoir un vrai débat de fond quand on demande la nullité des éléments de preuve qu'on avait fournis. Donc cette audience du 5 n'a évoqué que les problématiques de forme, a abouti donc à l'issue de cette audience du 5 à la nullité des poursuites engagées contre la CGT. Je le précise parce que derrière ma personne, c'est bien la CGT qu'on veut empêcher de parler. Le 5, l'unité, on sort de cette audience avec la nullité des poursuites. La direction d'entreprise avait 15 jours pour faire appel. Donc on était, nous, persuadés qu'ils allaient faire appel, puisque le soir même de l'audience, les avocats de la partie adverse avaient dit de toute façon, on n'en reste pas là, on fait appel. Et donc on a été surpris d'apprendre le 9 juillet que le jugement était confirmé, donc la partie adverse, la direction d'environnement recycling, n'a pas fait appel, ce qui rendait officielle la décision prise le 5 juin, c'est-à-dire l'arrêt des poursuites contre le secrétaire de l'union départementale. Donc c'est cette décision-là qu'on souhaitait commenter. Pourquoi on pense, nous, objectivement, que la direction d'environnement recycling n'a pas souhaité faire appel de cette décision. Nous, on a en tout cas pensé qu'il y avait deux raisons à ça. D'abord, la première, c'est que pour la première fois, du fait de ce procès en diffamation, on leur a mis face, ils ont été face à nos éléments de preuve. Et manifestement, ils ont jugé qu'ils ne pourraient pas gagner ce procès-là, dans la mesure où, je rappelle que pour la diffamation, il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité. On peut être condamné pour diffamation que si ce qu'on a dit ou affirmé est faux. Or, nos éléments, les preuves que nous avons apportées, faisaient la démonstration que ce qu'on disait sur ce dossier depuis le début ne pouvait pas être démonté. Donc je crois que quand ils ont eu nos éléments et nos preuves devant les yeux, ça a confirmé qu'ils ne pouvaient pas gagner ce procès. Et puis deuxième élément qui, à mon avis, a contribué à leur prise de décision, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas isolés sur ce combat, qu'on était soutenus par de nombreuses personnes, bien sûr par la CGT dans sa globalité, puisque quand on attaque un militant de la CGT, c'est toute la CGT qui répond. Donc on a fait cette démonstration-là, mais qu'il y avait aussi d'autres organisations syndicales qui nous soutenaient, on a des partis politiques qui nous soutenaient, on a d'autres associations, et notamment sur des associations qu'on peut citer, mais l'association Ripezra, qui est une association qui a une renommée internationale. Je rappelle juste que c'est eux qui se battent depuis des années sur le dossier amiante, en l'occurrence, mais qui avaient gagné le rapatriement du porte-avions Clémenceau, je crois, qui était parti sur
en Inde et qui, arrivé en Inde, était obligé de faire demi-tour pour être démantelé en France parce que là-bas, les conditions n'étaient pas requises à la sécurité des salariés. Donc c'est une association voilà, qui a une renommée internationale. Derrière, on a eu aussi le soutien de l'Institut Pasteur, hein, qui nous a soutenus dans notre combat et qui nous soutient dans notre combat. Donc ces soutiens divers et variés, mais forts en nombre, ont aussi fait la démonstration que la CGT n'était pas isolée sur ce dossier. Donc je pense que ces deux éléments, combinés, nos éléments de preuve d'un côté et les soutiens multiples et importants qui venaient de partout, ont à mon avis influencé le choix de la direction de ne pas faire appel. Et puis qui plus est, à chaque fois qu'il y a un procès, ça donne une image quand même un peu assez regrettable de cette entreprise, parce qu'on met la lumière sur ce qui s'y passe réellement. Donc on pense que c'est pas parce qu'ils voulaient passer à autre chose, c'est parce qu'ils avaient foncièrement peur d'un vrai procès sur le fond et qui aurait fait la démonstration que ce qu'on dit était une réalité. Donc nous, on a pris acte de cette décision avec satisfaction, même si ce n'a pas été un dossier de fond, mais sur un débat sur le fond, parce qu'on a démontré que quand on s'en prenait la CGT, il y avait du répondant en face, parce que les procédures en diffamation ont souvent pour objectif de créer un écran de fumée, ou un autre terme, c'est une procédure bâillon, c'est-à-dire on interdit aux protagonistes de s'exprimer parce qu'il y a une procédure en diffamation, ce qui n'a pas été forcément notre cas. C'est qu'on a continué de s'exprimer depuis durant toute la durée du procès et avant sur les situations de cette entreprise. Donc nous, on a vraiment accueilli cette décision avec satisfaction parce qu'on a fait cette démonstration que la CGT, elle ne se laisse pas intimider, qu'elle a les capacités de répondre et qu'elle a les éléments pour démontrer que quand elle mène un combat, elle ne le mène pas pour rien et elle ne le mène pas sans fondement. Donc pour nous, c'était un élément important que cette décision. Pour autant, le dossier environnement recycling ne se referme pas au soir de la décision officielle de ce jugement, hein, qui n'était que sur la diffamation. La CGT continue, avec les salariés, à porter la contestation autour de ce qui se passe dans cette entreprise, hier et aujourd'hui encore. Elena pourra peut-être apporter quelques éléments, notamment sur les prud'hommes, mais on a un certain nombre de dossiers prud'hommes qui sont constitués, qui sont montés, qui vont arriver devant le Conseil. Bon, il y a eu plusieurs renvois, parce que chaque partie, mais notamment la partie adverse, joue sa petite partition, c'est-à-dire on renvoie des pièces la veille de l'audience, donc à chaque fois, pour étudier tout ça, on est obligé de faire un renvoi. Mais les dossiers prud'hommes vont arriver, hein, quoi qu'il arrive. Et puis sur les dossiers toujours au pénal, hein, je rappelle, c'est ce qu'on souhaitait aussi mettre en évidence aujourd'hui, c'est qu'on a un dossier sur le fond. Des salariés sont aujourd'hui 8 salariés ont déposé une plainte pour mise en danger de vie d'autrui et non-respect des obligations de leur employeur en termes de santé et de sécurité. Donc ça, c'est une affaire qui suit son cours, hein. Notre plainte avait été dans un premier temps classée sans suite. On a fait appel de cette plainte et donc maintenant, ça fait près de 2 ans qu'elle est instruite. Il y a une instruction en cours. En cours. Et dernièrement, avant l'été, les salariés ont été entendus par la juge d'instruction de Montluçon. Donc le dossier est en cours. On sera entendu, nous, la CGT, parce qu'on s'est constitué partie civile dans ce dossier. Donc pour ce qui concerne la réparation des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise, les choses continuent d'évoluer et nous, on est confiants sur la démarche, on va faire confiance à la justice pour aller au bout de cette enquête, pour faire la démonstration que effectivement les employeurs n'ont pas répondu à leurs obligations qui étaient les leurs. On va pas refaire l'historique de tout ce qui s'est passé, mais les salariés ont été exposés quand même à des poussières toxiques et on craint beaucoup pour les suites, hein, pour leur santé. Dernièrement, et ça fait partie des éléments qui arrivent, qui font qu'on grossit et qui font grossir le dossier. On a été contacté par un salarié qui travaille chez Veolia, du côté de Toulouse. Il travaille dans la même activité que celle qui aujourd'hui celle de l'environnement recycling, dans le démantèlement des tubes cathodiques. Lui, il a travaillé 10 ans dans cet atelier. Aujourd'hui, il est malade, malheureusement très très malade. Et donc, il vient de gagner, en tout cas en première instance, un procès. Et donc, il a fait reconnaître une maladie professionnelle pour intoxication aux métaux lourds. Donc, oui, on a aujourd'hui, malheureusement,
des cas très concrets qui remontent, qui font la démonstration que l'activité telle qu'il y a environnement recycling autour du déchet et du traitement des tubes cathodiques n'est pas sans conséquence pour la santé. Donc ça, aujourd'hui, les éléments, on les a. Quand on aura un vrai procès sur le fond, on pourra faire cette démonstration autour. Et donc on démontrera que les employeurs d'environnement recycling n'ont pas pris la mesure du danger. Ils ne le prennent toujours pas d'une certaine manière. Voilà, et au moment de l'activité, tu en diras 2 mots sur l'activité aujourd'hui. Mais donc voilà, donc ils n'ont pas pris la mesure de ce danger à l'époque, et aujourd'hui, pas beaucoup plus, même s'ils sont sous pression, ils sont un peu sous contrôle. Mais il y a besoin d'y regarder de plus près. Léna, tu pourras peut-être développer là-dessus sur l'activité aujourd'hui, telle qu'elle a évolué, sur les risques. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, nous, sur ce dossier, et faire le point, et rappeler que pour nous, en tout cas, la décision du tribunal, c'est une vraie victoire face à une direction d'entreprise qui est dans le déni, et qui, de par, on va dire, leur attitude, met en danger les salariés, et qui ont tout tenté pour essayer de nous faire taire. Bon, ils n'y ont pas forcément bien réussi, mais en tout cas, nous, on est déterminés à aller au bout. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on gagne devant une juridiction que ça clôt le dossier. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Léna, tu peux peut-être dire. Juste une toute petite précision. Les 8 salariés, ils ont déposé plainte. Ils ont déposé plainte. C'est fait. Et les dossiers prud'hommes, il y en a combien? Alors, il y en a, c'est très... Ouais, c'est 5, mais parce qu'après, on ne les suit pas tous. Il y en a qui sont passés par d'autres voies que la CGT, mais à ma connaissance, il y en a 5 qui sont en cours. Parce que des dossiers prud'hommes autour de la société environnement recycling, il y en a des dizaines et des dizaines. Oui. Mais tous n'ont pas été... Alors, il faut savoir, c'est un peu compliqué, mais il y a l'unicité de l'instance. C'est-à-dire que quand on a travaillé dans une entreprise, sur un temps donné, on peut attaquer son employeur sur cette période qu'une seule fois. Et donc il faut tout mettre. Et il y a beaucoup de salariés qui ont d'abord été au prud'homme. Il y a des vrais problèmes d'heures supplémentaires non payées. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc ils y ont été que sur ce chef d'accusation. Donc ils ne peuvent malheureusement pas y revenir sur cette même période pour dire qu'ils ont été mis en danger par rapport à leur santé. Donc il y a des dizaines de dossiers qui sont instruits au prud'homme, mais sur l'aspect pur de santé au travail, dans lequel sera aussi englobé des problématiques d'heures supplémentaires non payées, d'accidents du travail, de non-respect du contrat de travail. On met tout ça dedans, mais sur des aspects purs de santé au travail, on en a 5 aujourd'hui. Mais c'est des dizaines de dossiers qui sont traités sur environnement recycling au prud'homme. Donc tout ça, ça prend du temps. La justice, c'est jamais le temps, c'est pas le temps médiatique, mais c'est quand même pas le temps syndical. On voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais ça va. C'est souvent très long, mais ça avance. Et en tout cas, les salariés sont déterminés. Et on dira peut-être 2-3 mots sur les événements de cet été autour de cette entreprise, parce que ça a déclenché d'autres effets au-delà de ce qui s'est passé de l'incendie. Ça a déclenché beaucoup d'autres réactions, de prise de conscience et tout. On en dira 2 mots tout à l'heure. Voilà, peut-être sur la situation actuelle. Moi, je peux juste, quand il évoquait le fait que le procès de juin a fait que la partie adverse, qui a aussi joué le jeu de transmettre des pièces 3 jours avant, ça, c'est pas du tout correct. Mais ce qui nous a permis de prendre connaissance de pièces dont on demandait la production depuis un petit moment, c'est les PV de CHSCT, et c'est une preuve mais irréfutable que l'employeur, alors c'est bien parce que c'est la partie adverse qui nous les produit, que les mesures de sécurité n'ont pas été prises, puisque on renvoie dans ces PV de CHSCT sur l'individu qui ne ferait pas ci, qui ne ferait pas ça, mais à aucun moment l'employeur ne prend ses responsabilités en termes de protection. Voilà, donc ça c'est important, et c'est des pièces qui sont tout à fait, significatives du comportement des employeurs dans cette société. Voilà, nous, les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, et je le redis, je pense que c'est grâce aux actions de la CGT qu'un certain nombre de choses ont été mises en place pour la protection des salariés. Cependant, même s'ils ont des protections individuelles dans la partie Andela, donc celle qui est, la plus... qui expose le plus des salariés. Ils ont ce qu'on appelle des versets à flot, mais on sait que les filtres ne sont pas changés régulièrement, alors qu'il y a ces poussières en continu qui encombrent les filtres très rapidement, ne sont pas changées. Et puis nous, on est inquiets, et on a...
il y a une semaine encore, j'avais le témoignage d'une personne, donc vous voyez, c'est encore récent, des personnes qui travaillent à côté. Parce qu'il y a celles qui sont protégées en DELA, mais il y a celles qui sont à côté. Et les poussières, vous le savez, c'est volatile. Ces personnes-là ne sont pas protégées. Et ces personnes-là sont exposées. Et on sait qu'il y a encore des plombémies. Et là, je ne parle que de la plombémie, on ne parle même pas de l'effet cocktail et à l'exposition, multi-exposition aux métaux lourds. Des plombémies qui ne sont absolument pas acceptables. D'abord, je vous dis, l'acceptable, c'est 0. Voilà, donc nous on est très inquiets pour ces personnes-là qui ne sont pas protégées. On sait par ailleurs, je parlais des filtres, des protections individuelles, mais aussi tout le système d'aération et de filtres dans l'usine elle-même n'est pas entretenu. C'est-à-dire que ça reste du bricolage, et ça j'ai un témoignage, hein, ça reste du bricolage, et que malheureusement tout le système d'aspiration ne fonctionne pas. Et qu'ils travaillent encore dans un environnement très chargé en poussière, et nous on pense qu'ils continuent à être exposés aux métaux lourds. Donc ça montre que les employeurs n'ont toujours pas pris la mesure. Et je dirais au passage que les services de l'État brillent par leur absence dans ce dossier, que ce soit l'inspection du travail ou la médecine du travail. Moi, qu'on vienne m'apporter les preuves qu'il y a des interventions concrètes de la médecine du travail et de l'inspection du travail, pour le moment, je n'en ai pas. Voilà, donc on a des salariés qui continuent régulièrement de venir nous voir et nous apporter des témoignages sur l'ambiance dans cette usine. Et puis je rappelle que c'est une usine qui travaille beaucoup avec des travailleurs en insertion, donc ils continuent à vraiment mettre une pression sur ces salariés-là, en leur faisant bien comprendre que s'ils ne sont pas contents, il y a la porte, et que malheureusement, sous cet effet-là, comme ils ont un emploi, ça diminue les possibilités, on va dire, de réaction du personnel. Alors moi, je vous le dis, hein, il y a des élections qui vont avoir lieu en environnement recycling. On a le projet aussi de présenter des candidats. Donc je profite ici de cette tribune pour dire que s'il y a des personnes qui veulent, ils auront la CGT à leur côté, et nous, on est prêt à les recevoir pour aussi voir comment on peut construire cette liste d'élus du personnel. Il n'y a qu'en étant dans une organisation syndicale organisée, la CGT, pour pouvoir de l'intérieur faire évoluer les choses. Parce que quand on voit les PV de CHSCT, je le redis, c'est inadmissible. Sur les soutiens, ceux qui sont dans le camp en face, je me souviens qu'il y avait eu plusieurs réunions, je ne sais pas, j'avais assisté à une, en tout cas au début d'une, où Marc Malbé était vent debout contre vous. Ça avait même été assez violent, Dugléry, Momsilovic, tout ça. Aujourd'hui, ils n'ont toujours pas changé leur fusil d'épaule. Non. En tout cas, pour les deux derniers cités, la majorité molussonaise, on va dire, Dugléry et Momsilovic, non. Momsilovic continue d'arroser les réseaux sociaux de commentaires, j'ai déjà dit ici, je pourrais le redire, mais que Momsilovic est un imbécile, donc je ne vais pas prendre le temps de commenter ces commentaires, mais non, la majorité municipale continue de se voiler la face, ou en tout cas de faire bonne figure en disant on soutient les entreprises, mais je pense qu'ils le font avec un petit peu moins d'arrogance et de certitude qu'ils en avaient au tout début. Quant au maire de Domérat, je crois qu'il était interrogé à ce sujet au dernier conseil municipal, donc aujourd'hui il est assez embêté, oui, l'entreprise est sur sa commune. Je me rappelle quand même d'un échange un peu vif dans son bureau, où il nous a quand même prié et demandé de sortir. Donc il avait pris la position de dire arrêtez, tout va bien et tout est sous contrôle. Je rappellerai juste que les riverains sur sa commune l'ont interpellé, mais il a reçu des dizaines et des dizaines de courriers. Il leur a quand même indiqué que pour pallier aux gêne éventuelle de cette entreprise, il ferait élever une butte de terre et planter des arbres dans le champ pour éviter que les riverains... Bon, c'est sûr qu'au dernier incendie de juillet, ils ont dû apprécier la butte de terre, ça a dû les empêcher de subir les nuisances de cette entreprise. Donc on peut dire aujourd'hui que la CGT, avec des soutiens, mais les soutiens, on va dire... politique n'existe peu ou pas, même si on était quand même soutenu pour le procès. Mais ceux qui étaient là au début, ils étaient quand même assez timides au début. La CGT quand même a été seule dans ce combat. Aujourd'hui, il y a une évolution.
Donc il y a une évolution de la situation qui fait que certains aujourd'hui se réveillent. Mais comme on n'est quand même pas non plus tout à fait naïf, hein, on va regarder ça de très près, mais on va pas se laisser, voilà, on va dire, manipuler par d'autres, récupérer au vu d'échéances électorales à venir, hein, clairement. Donc on va regarder ça avec juste un élément, si vous me permettez, sur l'évolution actuelle. Ce qui nous fait quand même continuer d'être très vigilants sur ce qui se fait autour de cette entreprise, pour les raisons qu'a évoquées Elena. Mais un autre élément qui fait qu'on redouble de vigilance, c'est qu'il y a une évolution de la production, notamment dans l'atelier Andela. Les tubes cathodiques, non pas qu'il n'y en a plus, mais ça commence à diminuer en termes de volume. Nos vieux écrans, on les a peu ou prou tous passé la benne, donc il commence à y en avoir moins. Et puis l'entreprise a pris aussi la mesure. Il y a moins de volume, et puis avant ça passait dans un broyeur et un pulvérisateur. Aujourd'hui, ça ne passe plus que dans le broyeur. Donc il y a moins de poussière, on va dire, dans l'atelier Andela. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça reste sans danger. Mais il y a aussi quelque chose qui nous interroge et qui nous inquiète, c'est que l'entreprise en renouvellement recycling est passée dans le démantèlement des écrans plats. Vous savez, l'obsolescence programmée, on achète un écran plat, puis 3 ans après, il est presque déjà... Et donc là, on est dans les écrans plats. Les écrans plats sont chargés en mercure. Et donc, on a des éléments assez factuels, des témoignages qui nous disent que ça pose un vrai problème. Le mercure, une fois qu'il est traité, où il passe, quoi. Et on a de grosses craintes sur comment est traité le mercure en environnement recycling. Où est-ce qu'il est entreposé, où est-ce qu'il va Voilà, on est inquiet. Vous savez où il est entreposé? Le mercure, c'est du liquide, parce qu'apparemment ils ont choisi un mode de démantèlement qui est un jet d'eau à haute pression qui démantèle l'écran. Donc le mercure, il est dans l'eau qui repart. Donc où va l'eau? Est-ce qu'elle est chargée en mercure? On pose la question, nous, on s'interroge. On peut avoir des doutes quand même. Quand on voit le peu de professionnalisme dont font preuve ces dirigeants d'entreprise. D'autant plus que, parce que ce dossier, je vous ai dit, on est quand même sollicité de toutes parts. On vient d'être sollicité par Mediapart. Il y a une enquête, il y a un journaliste qui va venir enquêter sur Moluçon de Mediapart. Donc qui va venir enquêter. On a le Canard enchaîné qui nous a sollicité pour aussi enquêter autour de ce dossier-là. Et donc on a été en contact avec des journalistes, on va dire, d'investigation qui sont très pointus sur le sujet. Très très pointus. Et ils nous disent aujourd'hui qu'il n'existe pas de procédé industriel pour le démantèlement des écrans plats chargés en mercure. Et d'autant plus comment les témoignages qu'on a, nous ont expliqué comment ça se faisait dans l'entreprise. Donc on peut être fortement inquiet. Donc ça c'est un élément réel et dans la période qui fait que, donc nous quand on dit ça, on va rester dans notre place. Il faudrait que les services de l'État fassent leur vrai boulot, qu'ils arrêtent d'être complaisants comme ils l'ont pu l'être depuis le début, qu'ils fassent un vrai travail. Et puis il y en a peut-être d'autres qui peuvent aussi prendre le relais, les élus politiques, c'est aussi leur rôle de travailler à ça. Donc nous, on a été lanceurs d'alerte pour reprendre cette expression, mais maintenant on va continuer d'accompagner les salariés, nous c'est de ce côté-là qu'on intervient, mais il y a peut-être d'autres problématiques au niveau de l'environnement. Et un dernier élément là-dessus qui nous inquiète fortement, et ça on dit depuis le début, c'est que malheureusement aujourd'hui, il n'existe pas de débouché sur les déchets ultimes. C'est-à-dire tout ce qui sort de l'atelier Andela n'a aucun débouché. Les écrans, quand ils sont démantelés, ça fait de la poussière de verre, de la poussière qui peut être de différents grammages, mais ça fait de la poussière. Fut un temps, ces poussières, elles partaient, elles étaient intégrées dans des cimenteries pour faire du ciment. Et très vite, il y a eu un tollé général qui est pour dire, attendez, vous ne pouvez pas mettre dans du ciment, exposer des gens qui vont travailler avec des poussières qui sont toxiques. Donc ça a été arrêté. Pendant longtemps, les entreprises liées à D3E, comme Environnement Recycling, qui a un label pour dire on travaille pour l'environnement, renvoyaient ça aux Pays-Bas. Et dernièrement, et ça on l'a su par le journaliste qui enquête pour Mediapart, grâce à une de ces enquêtes, a démontré que aux Pays-Bas, les poussières étaient intégrées à des blocs de ciment. Et donc vous achetiez du ciment pour faire du travail chez vous, ou faire une clôture, vous avez des blocs de ciment dont vous ne saviez pas l'origine de ce qui était dedans. Donc grâce à l'enquête de Mediapart, cette entreprise n'a plus le droit d'intégrer des poussières chargées en plomb, notamment
dans la fabrication. Et donc il avait été envisagé de monter une usine identique en France. Grâce à cette enquête, le projet est stoppé. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun débouché des déchets ultimes qui sortent d'environnement recycling. Nous, on a aujourd'hui la preuve qu'il y en a des milliers de tonnes stockées autour de Montluçon. Voilà. Nous, on a identifié trois lieux de stockage. Et ces lieux de stockage ne sont pas du tout adaptés à stocker des matières, des poussières toxiques. C'est interdit par la loi. Et on nous explique, le préfet nous répond qu'après enquête, les poussières stockées sont du plomb, des billes de verre qui ne sont pas plombées. Après enquête, après discussion avec des gens très pointus, des scientifiques, ils disent qu'il est impossible, dans le mode de procédé qui a un Montluçon à environnement recycling, que le verre qui sort de l'entreprise ne peut pas être chargé en plomb. Donc on pense, on est presque certain que les déchets qui sont stockés sont chargés en plomb et puis bien d'autres choses. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai problème parce que ces lieux de stockage, pour certains, ils sont à Montluçon. En porte de Montluçon. En porte de Montluçon, à côté d'habitations. Et comme on a été les visiter, on a été prendre quelques photos, il y a des carreaux cassés, il y a des infiltrations d'eau, il y a du vent qui rentre dedans, ça veut dire que les populations autour de ces lieux de stockage, ils sont exposés. Donc c'est un vrai problème sanitaire qui se pose aujourd'hui. Nous on pense que, mais c'est pas nous qui le disons la CGT, mais les associations qui travaillent à nos côtés disent que la filière recyclage, notamment sur les tubes cathodiques, c'est le scandale de demain, identique à celui qu'on a aujourd'hui avec l'amiante, si rien n'est fait. Et aujourd'hui, malheureusement, les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de... Donc à travers ce dossier environnement recycling, que vous l'avez bien compris, nous dépasse même, nécessiterait que d'autres s'en occupent et nous soutiennent et mènent d'autres batailles ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a d'autres sites qui sont concernés. Et par l'intermédiaire de ce dossier, on met le focus sur un problème autour de la filière déchets. Donc, pour conclure, on est loin d'avoir clôturé le dossier environnement recycling, mais je le redis, c'était aussi le sens de cette conférence de presse. L'arrêt des poursuites contre la CGT, nous, on dit que c'est une vraie victoire pour la CGT que cette décision de justice, qui a fait la démonstration que la CGT, elle sait se défendre quand elle est attaquée, et qu'en même temps, elle a un dossier solide. C'est la solidité de nos éléments qu'on fait que la direction n'a pas été nous poursuivre. Sinon, s'ils avaient eu les billes pour nous poursuivre et essayer de gagner ce procès, ils n'auraient pas manqué de... Et les événements de cet été ont délié les langues sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais il y avait des témoignages plutôt concrets et intéressants, qui n'allait pas dans le sens, en tout cas, de ce que l'entreprise prétend faire à l'intérieur. Justement, l'incendie début août, qui a mobilisé pas mal les médias régionaux et au-delà, a mis en exergue un peu une certaine incompétence peut-être des employeurs, et on peut dire peut-être de la même manière que la non-protection des salariés. On peut penser que les industriels en question n'en avaient pas la formation pour se lancer dans une activité comme ça. Bref. Mais à vous entendre, on peut penser que c'est un problème général de la filière déchets et une non prise en compte quand même des pouvoirs publics de tous ces problèmes. Donc c'est quand même préoccupant. Ouais, l'événement de cet été avec l'incendie, le deuxième en 4 ans, montre quand même que oui, il y a un vrai problème autour de cette activité du déchet. Nous, on le porte depuis le début, mais on continue de le dire, qu'il faut vraiment justement que les services de l'État exercent beaucoup plus de contrôle et soient beaucoup plus vigilants sur ces activités. On peut considérer aujourd'hui que l'activité du déchet autour du recyclage des tubes cathodiques, entre autres, ça devrait être aussi surveillé que les sites des centrales nucléaires, des sites chimiques tels que Adiceo ou Alchem ici, qui sont classés Seveso. Nous, on pense que ça mériterait une classification de ces sites. Donc, en l'occurrence, comme les services de l'État, à mon avis, ne vont pas suffisamment loin sur ces sujets-là, ça permet plus facilement à des employeurs de faire preuve de légèreté, pour ne pas dire, on pourrait dire d'incompétence, parce qu'effectivement, d'après quelques témoignages qu'on a suite à l'incendie, on peut quand même considérer que l'employeur, ils ont quand même pris ça un peu à la légère. Ils n'ont pas tiré les enseignements du feu d'il y a 4 ans, à part l'obligation qui leur a été imposée de faire des coffrages de béton pour pas que la matière soit posée à même le sol, mais
sur la façon de conditionner, de traiter les déchets qui peuvent arriver à déclencher des incendies, manifestement, il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu de prise de conscience des employeurs. Donc, moi, je crois qu'on a dit c'est la démonstration de plusieurs choses. Une incompétence notoire, on l'avait dit depuis longtemps, on l'a toujours dit que les dirigeants de cette entreprise étaient incompétents, mais aussi un certain cynisme de leur part en disant, et là on revient à ce qui pourrait être notre cœur de bataille, mais tant qu'il y a des sous à faire, on continue, et puis tant qu'on n'est pas condamné, pourquoi on s'arrêterait de faire autrement, pourquoi on ferait autrement tant qu'on est tranquille. Et donc ça renvoie à un certain cynisme, une certaine attitude de cette entreprise qui est détestable. Quand on a tous les témoignages, parce que les événements de cet été ont eu quand même pour vocation de délier les langues, comme le disait Elena, à travers les réseaux sociaux. Moi j'ai été étonné, moi j'étais en vacances quand l'incendie s'est déclenché, à Lamé, j'étais chez moi, et donc j'ai eu d'un seul coup le portable plein de messages, il y a un incendie environnement recycling, je me suis mis sur ma terrasse, moi j'habite à 17 km, la fumée arrivait jusqu'à chez moi. Et donc ça a eu quand même une incidence, ça crée quand même beaucoup d'émoi dans la population. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a eu un déferlement de commentaires, des centaines, je ne les ai pas tous regardés, mais j'en ai quand même lu un certain nombre. Et là, les langues se sont déliées. Combien il y a eu de témoignages de personnes ayant travaillé dans cette entreprise, dénonçant leurs conditions de travail, en disant, souvent en employant ce terme, une boîte à chiens, des mères de famille qui ont dit « mon fils a travaillé dans cette entreprise, il est aujourd'hui malade, ils n'ont rien fait pour eux, pour les salariés ». Donc on en a eu des dizaines et des dizaines. C'est venu, on va dire, en même temps conforter ce qu'on disait depuis le début, et en même temps on s'est dit « ils étaient où au début quoi, ça aurait été bien ». Mais en même temps, c'est mieux que ça arrive maintenant que jamais. Et ce qui explique, entre autres, pour certains, quelques réactions et quelques, on va dire, attitudes opportunistes de certains qui disent aujourd'hui, faut qu'on soit dans l'action, il faut qu'on défende les salariés d'environnement recycling, alors qu'il y en a quelques-uns depuis le début qui avaient le dossier et qui n'ont pas bougé le petit doigt. Les élus politiques, j'entends. Donc voilà, donc ça nous conforte, nous, dans notre démarche, ça conforte qu'il y a besoin de continuer de mettre cette entreprise sous surveillance, dans le rôle qu'est le nôtre, autour des conditions de travail des salariés. Mais on souhaiterait bien aussi que de temps en temps, qu'il y ait d'autres qui prennent en main ce dossier d'un point de vue environnemental, parce que les conséquences après l'incendie, elles sont forcément pas bonnes. Il faut arrêter de faire croire, comme l'a pu l'affirmer dans un communiqué la préfète, que tout c'est sous contrôle. On dit que c'est... On ne dit pas que ce qu'elle dit est faux, on dit que c'est le mode de calcul qui est biaisé. Les modes de calcul permettent aux entreprises de polluer en toute impunité. C'est le taux qui est beaucoup trop haut. C'est comme quand on dit qu'un salarié peut travailler avec 200 microgrammes de plomb dans le sang, alors que toutes les études sérieuses prouvent que c'est une intoxication à partir de 7 microgrammes dans le sang. Sauf qu'on a mis en place aujourd'hui des normes permettant aux employeurs d'exposer et de polluer. Donc c'est un vrai débat de fond qui devrait être mis sur la table et qui devrait être porté par d'autres que la CGT pour dire aujourd'hui on se moque de nous. Les riverains proches et moins proches de l'entreprise, ils ont forcément, ça peut être que nocif ce qui s'est brûlé, ce qui s'est échappé des fumées. Quand pendant plus de 24 heures il y a des fumées telles qu'on a vues qui se sont échappées de l'incendie, forcément ça a des conséquences. Nous on est en contact, notamment surtout Elena, mais avec beaucoup de riverains autour de l'entreprise qui s'étaient déjà inquiétés de l'activité de cette entreprise. Donc là, ils sont en panique depuis l'incendie. Ils sont en panique, ils ne savent pas. Donc nous, on a fait déjà appel à une entreprise indépendante qui a fait des mesurages autour de nos entreprises. On a des éléments. Ces éléments-là, on les garde quand on aura un vrai débat de fond devant la justice. Et on va refaire faire des mesurages. Mais on voudrait bien peut-être pas être les seuls à les faire. Parce que je pense qu'il y a des vrais problèmes autour de cette entreprise. Et quand on dit ça, notre volonté, c'est surtout pas, comme certains essaient de le faire croire, notre volonté de nuire à cette entreprise. Nous, on veut seulement que les salariés puissent y travailler dans de bonnes conditions et que derrière, les riverains ne subissent pas les nuisances d'une activité industrielle. Et on peut se poser la question, mais ici et ailleurs, mais pourquoi avoir laissé s'installer une entreprise quand même qui a une activité assez dangereuse pour la santé, dans une zone où derrière on continue de laisser construire des pavillons?
parce que depuis l'installation de l'entreprise, il y a des dizaines et des dizaines de maisons qui se sont construites. Donc c'est tout ça. Donc là, ça renvoie aux responsabilités d'occupation des sols, des élus locaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dossier. Donc voilà, il est loin d'être clos, même si je le redis, la décision du 5 juin pour nous est confirmée derrière et vraiment vécue comme une vraie victoire pour notre organisation.